Gérald Darmanin a le sens de la formule. Il y a un an, le premier flic de France avait dévoilé l'esprit de son projet de loi immigration. La règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, mais on est gentil avec les gentils. Les gens qui veulent travailler et aimer notre pays, on les accueille. Je pense que c'est la vocation de la France. Répression et en même temps intégration. Cela suffira-t-il à contenter tous les parlementaires de gauche comme de droite? L'examen du projet de loi immigration, depuis cet après-midi au Sénat, puis début décembre à l'Assemblée nationale, promet des débats houleux. Le texte prévoit une réforme du droit d'asile. Il facilite les expulsions, notamment en cas de menace à l'ordre public, et restreint les conditions du regroupement familial. À l'inverse, l'article 3 permet de régulariser les travailleurs clandestins employés dans des secteurs en tension. C'est une mesure de bon sens quand on a des gens qui s'intègrent, qui travaillent, de pouvoir les régulariser. Évidemment, l'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, de faire des appels d'air. Les Républicains et le Rassemblement national dénoncent une régularisation massive et demandent le retrait de l'article 3. Ce texte de loi ne changera pas la politique d'immigration en France. Notre pays est devenu un gigantesque hall de gare où tout le monde rentre et plus personne ne sort. La gauche, qui regrette que le volet intégration ne soit pas plus étoffé, craint, elle, que le gouvernement se passe de majorité. Nous avons un gouvernement qui ne cherche absolument aucun compromis, qui avance à marche forcée, qui a choisi le passage en force sur tous les sujets. Nous en sommes à 15-49-3, mais c'est un jour sans fin. Alors y aura-t-il bientôt un 16e 49.3 où le gouvernement trouvera-t-il une majorité pour voter son projet de loi immigration? L'exécutif peut-il parvenir à un compromis? Nos trois invités pour ce débat, Jean-Loup Bonamy. Bonsoir monsieur, vous êtes essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique. Et selon vous, le durcissement de l'opinion publique française sur l'immigration s'explique entre autres par l'accumulation d'attentats récents comme à Arras, l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur. Le but de cette loi, selon vous, c'est clairement d'être plus méchant. En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement. Chloé Ridel, à côté de vous, porte-parole du Parti socialiste. Bonsoir. Vous ne voterez pas, bonsoir Chloé Ridel, vous ne voterez pas l'ensemble de la loi immigration, mais vous voterez, dites-vous, l'article 3 qui crée un titre de séjour dans les métiers en tension, car le travail est le premier levier d'intégration pour les immigrés. Et enfin, à côté de vous, Arnaud Lacheret, bonsoir, docteur en sciences politiques. Votre ouvrage, votre essai « Les intégrés réussites de la deuxième génération de l'immigration nord-africaine » est paru aux éditions Le Bordelot. Et selon vous, cette loi ressemble à une loi de compromis, car elle est assez équilibrée, mais la droite n'est malheureusement pas dans un esprit de compromis. Il y aura vraisemblablement, ça c'est votre pronostic, un nouveau 49.3. Et on démarre avec le chiffre du jour. 78% des Français qui s'estiment suffisamment informés de son contenu sont favorables au projet de loi d'immigration du gouvernement, selon un sondage du Figaro du 1er novembre dernier. Une majorité de Français est même favorable aux mesures plus dures proposées par la droite sur la fin de l'aide médicale d'État, par exemple. Plus surprenant peut-être, ce soutien dépasse les clivages politiques. Selon un autre sondage du Parisien cette fois, les électeurs de gauche sont favorables dans les grandes lignes à ce projet de loi. Arnaud Lacheret, c'est un grand changement quand même. L'opinion globalement s'est durcie, une majorité désormais pour un tour de vis. Un tour de vis, oui et non. C'est-à-dire que ce projet de loi peut être considéré comme un tour de vis. Il répond surtout à une situation de l'immigration qui s'est un peu emballée ces dernières années. On passe de 7 à 10% de population immigrée en France en 5-6 ans à peine, voilà, avec une forte hausse ces dernières années. Et on a en parallèle, ce que j'explique dans mon bouquin d'ailleurs, un nombre de plus en plus important de gens qui sont français, qui devraient être intégrés, etc., qui ne se considèrent plus comme français, ce qui amplifie en fait cet effet entre guillemets, de submersion. Les gens ont l'impression d'être entourés d'immigrés alors qu'il n'y en a pas tellement plus, mais de plus en plus de gens, de jeunes notamment, se disent je ne suis pas français. À partir du moment où on a ce rejet, c'est ce que j'appelle cette désintégration, qui vient un peu des deux côtés, voilà. Forcément, l'opinion publique s'en ressent et on se retrouve avec les chiffres que vous citez. Jean-Loup Bonamy, est-ce que c'est aussi dû à une conjoncture particulière avec, par exemple, on l'a vu, l'attentat d'Arras, où l'auteur était débouté du droit d'asile mais fiché. Est-ce que on a tendance aussi à amalgamer les Français, délinquance, terrorisme, immigration, et que du coup ça donne ce changement d'opinion?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, on parle d'un durcissement, mais en fait, ça fait très longtemps que l'opinion publique est très sensible sur les questions d'immigration. Vous savez, dès les années 80, Georges Marchais, qui était un homme politique communiste, disait que la cote d'alerte était atteinte et dépassée en matière d'immigration. Et simplement sur cette question absolument fondamentale, puisqu'elle a des répercussions sur le quotidien des Français, les Français n'ont jamais été consultés directement, par exemple par le biais du référendum, pour savoir quelle politique migratoire ils voulaient. Et ce qu'ils voient bien les difficultés causées par l'immigration, à la fois dans les chiffres, également sur le terrain. C'est quelque chose qu'ils voient au quotidien. Ils voient les problèmes d'assimilation, les problèmes culturels, les problèmes sécuritaires que peut poser l'immigration. Et surtout, ils voient bien cette accumulation d'attentats terroristes, où là, le lien est toujours très net avec l'immigration, mais il est même devenu spectaculaire dans le cadre du dernier attentat en date, l'attentat d'Arras, puisque là, on avait une personne qui était fichée S, mais qui n'était pas expulsable, et même qui, préalablement, aurait dû être expulsée. Et si elle avait été expulsée, cet attentat n'aurait pas lieu, mais elle ne l'a pas été à cause de la pression des associations qui s'étaient mobilisées à Rennes pour que cette famille, qui visiblement n'était pas assimilée du tout, reste sur le territoire national, avec les conséquences tragiques que l'on a vues. Chloé Ridel, pour vous, c'est quand même un gros changement. Vos militants, vos partisans, eh bien, aujourd'hui, ont une opinion qui a évolué. Ils disent qu'il faut gérer l'immigration, il y a trop d'immigrés. Pour une bonne partie de la gauche, c'est un gros changement. Et vous, avez-vous changé ? Ah non, pas du tout. Nous, on a un projet qui est clair et d'ailleurs qu'on a rappelé ces dernières semaines. Quel est-il ? Déjà, au-delà des amalgames et contre l'agitation des peurs, il faut rappeler les faits en matière d'immigration. Nous ne vivons pas de submersion ou d'invasion migratoire comme on entend l'extrême droite et la droite le répéter à longueur de journée. En réalité, il y a 10% d'étrangers en France. Nous délivrons 250 000 titres de séjour par an, ce qui est moins que, 320 000 en 2022. Que les pays européens de taille équivalente. Mais par exemple, au Royaume-Uni, c'est 700 000, l'Espagne, 400 000, l'Italie, la Pologne, c'est 700 000 aussi. Donc, il n'y a pas de submersion migratoire. Nous disons qu'il y a une légère hausse. Il y a une crise de l'accueil. Il y a une crise de l'accueil, il y a une crise de l'intégration. Et le fait que nous rendons la vie des personnes étrangères qui sont sur notre sol la plus difficile et de toujours plus difficile, eh ben, nous perturbons leur intégration et nous créons du chaos dans la migration. Et donc nous voulons remettre de l'ordre dans les politiques migratoires, nous voulons planifier ces politiques migratoires et nous voulons que l'intégration des étrangers se passe mieux. Arrêtons de leur compliquer la vie et les intégrer par le travail d'abord. Oui. C'est pour ça que nous sommes favorables à la mesure qui consiste à régulariser l'ensemble des travailleurs. Nous aurions souhaité d'ailleurs que cet article 3 soit plus large, pas juste pour régulariser les travailleurs des métiers en tension, mais tous les travailleurs sans papier, par la langue, par l'éducation civique, alors que cette loi, en réalité, elle va contribuer à aggraver la situation, parce qu'elle va contribuer à encore plus compliquer la vie des personnes étrangères sur notre sol qui tentent de s'intégrer. Quand vous évoquiez le fait que nous empêchions l'intégration, je voyais votre voisin sourire, l'air un peu interloqué. Vous voulez réagir ? Disons que la notion d'intégration, déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire. L'intégration, pour l'administration française, elle s'arrête à l'acquisition de la nationalité française. On n'a plus à s'intégrer. D'ailleurs, les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mon livre me disent « Mais nous, on est nés françaises, on est de la deuxième génération, donc nous n'avons pas à nous intégrer. » L'intégration, il faut revenir à sa définition sociologique, je pense. C'est quelqu'un d'un groupe minoritaire qui veut entrer dans le groupe majoritaire. Le groupe majoritaire ne lui ouvre pas forcément les bras et donc il doit acquérir des codes, des attitudes, des valeurs pour pouvoir évoluer tranquillement dans ce groupe, dans cette société majoritaire. Et en France, c'est ce qui se passait jusqu'à un certain moment, jusqu'au chômage de masse. Sauf que là, on arrive à ces fameux métiers en tension, on arrive à justement une situation qui ressemble au plein emploi, voire en tout cas dans les métiers en tension, dans les métiers peu qualifiés. On a des personnes qui sont prêtes à y travailler et qui y travaillent déjà, sauf qu'ils sont en situation complètement irrégulière. Donc il est nécessaire selon vous cet article 3 ? Et justement, ces régularisations sur les métiers en tension, rappelons-le, le BTP. Je ne suis pas persuadé de ça. Je pense qu'il faut en effet qu'on autorise de nouveau l'immigration économique. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller dans une ambassade de France et dire voilà, il y a une liste de métiers en tension, je sais faire ça, et il a un employeur en France. Avant d'arriver, sinon c'est une prime à l'entrée illicite. On tue des gens en faisant ça. Il ne faut pas oublier qu'en donnant ce signal, on pousse des gens à aller sur un canot pneumatique, à se noyer et à mourir. À partir de là, c'est quand même compliqué. Il y a un vrai dilemme éthique par rapport à ça. Ça, c'est le fameux discours de l'appel d'air qui est totalement faux, parce qu'en réalité, les gens qui partent de chez eux, c'est jamais par plaisir,
et ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Donc ça n'est pas parce que vous faites bouger telle ou telle loi, d'ailleurs ils n'en ont pas souvent la connaissance. Refuser de régulariser des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui veulent s'intégrer et qui, faute d'avoir des papiers, ne peuvent pas acquérir de logement, sont à la merci de leur employeur, c'est une honte en réalité. C'est quelque chose que nous aurions dû faire il y a bien longtemps déjà. Et là, aujourd'hui, pour éviter le 49.3, le gouvernement court après la droite et l'extrême droite, et durcit de plus en plus sa loi, en allongeant par exemple les délais nécessaires pour le regroupement familial, en les allongeant de 18 mois à 24 mois. Qu'est-ce que ça va changer ? En disant qu'il faut maintenant passer un test d'éducation civique ou de test d'histoire pour obtenir son titre de séjour. Enfin, c'est des choses, si vous voulez, qui ne feront qu'aggraver, je le répète, la situation sur place, et ça fait le lit de la droite. Mais ce n'est pas ce que dit la droite. Elle dit que cet article 3 sur les métiers en tension créera un appel d'air. Écoutez Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Si vous régularisez tout le monde, c'est la masse. Aujourd'hui, c'est quelques milliers de personnes. Mais si vous inscrivez dans la loi un droit automatique à la régularisation, vous fraudez en France, vous serez régularisé. Vous dites au monde entier, venez pénétrer nos frontières illégalement, vous inquiétez pas. Vous aurez un job et surtout, on va vous régulariser. C'est pas possible. On ne veut pas que ça bouge. Nous, c'est clair, on veut reprendre le contrôle du chaos migratoire. Jean-Loup Bonamy, est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu idéologique quand même de la droite ? Parce que de fait, ces gens sont ici, ils travaillent pour beaucoup, et ça serait, si je crois les chiffres du ministère de l'Intérieur, une régulation de 7 à 8 000 personnes par an, soit à peu près l'équivalent de la circulaire Valls aujourd'hui. Donc c'est une manière de rendre les choses plus claires et plus transparentes, après tout. Et le patronat la défend, sans le dire complètement à haute voix, mais ils le disent régulièrement ici ou là. Ah bah, là, vous avez tout dit. Le patronat la défend, et on sait, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est qu'en fait, en France, il n'y a pas de véritable politique migratoire autonome de la part du gouvernement, puisqu'en fait, le gouvernement obéit à toutes sortes de contraintes, celles du patronat, celles des associations, celles du droit européen, qui font qu'en fait, le gouvernement a peu de marge de manœuvre sur la question européenne, et je pense sur la question migratoire, et avant même de faire une loi immigration, il faudrait déjà chercher à reconquérir de la souveraineté et de la marge de manœuvre. Ça devrait être ça, la priorité. Et ensuite, deux choses me surprennent. La première chose qui me surprend, c'est que j'entends parler des métiers en tension, qui sont une réalité, mais nous sommes quand même un pays... On précise lesquels, restauration, bâtiment, aide à la personne... Mais nous sommes quand même un pays où il y a 6 millions de chômeurs, où le chômage de masse est une réalité persistante depuis 50 ans. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues cet été. Il y a d'énormes problèmes de chômage des jeunes dans les banlieues. Vous allez parler aux jeunes des banlieues qui n'ont pas d'emploi et ils vous disent « mais moi je voudrais travailler, je ne peux pas parce que ces emplois sont déjà pris par des migrants sous-payés. » Ils vous disent ça ? Oui. C'est bien sûr, c'est quand même... allez voir, c'est très difficile de trouver un cuisinier dans un restaurant à Paris qui n'est pas directement issu de l'immigration. Donc ça empêche pour vous le travail il y a 6 millions de chômeurs en France. Des chômeurs. Bon, c'est parce il y a 6 millions de chômeurs en France. Et la deuxième chose, la deuxième chose qui me surprend, c'est cette définition purement économique de l'intégration, avec toujours, ils travaillent dans un métier très peu qualifié, qui nécessite très peu de formation. On considère ça comme vraiment le triomphe de l'intégration, mais on ne se pose absolument pas la question des valeurs, du mode de vie. Par exemple, la question, puisqu'elle est hélas d'actualité, la question de l'antisémitisme. Beaucoup de migrants viennent de pays où l'antisémitisme est très répandu dans la population. Et la question est, est-ce qu'eux, ils adhèrent à cet antisémitisme assez consensuel dans les sociétés d'origine. Oui, là c'est... Non, il y a beaucoup de... Bon, mais ils adhèrent aux valeurs de la laïcité, culturellement. Et alors, je ne dis pas du tout que ces migrants sont antisémites, mais je dis qu'ils viennent de pays où l'antisémitisme est très banalisé. Et donc, est-ce qu'à un moment, on leur demande, vous, en termes de comportement, de valeurs, de respect du mode de vie français... Ça, c'est un sujet... Et donc, on ne peut pas tout réduire à l'économie et au travail. C'est pas rien sur l'économie, Chloé Ridel. Mais il y a cet argument-là. Il y a la question des modes de vie, des valeurs, de la culture. Pour l'instant, sur l'écononomy, parce que c'est au cœur de ce sujet. Donc, revenons sur la loi, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui dans ce débat. Chloé Ridel, est-ce qu'en effet, l'argument selon lequel ils prennent le travail de chômeurs français, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Non, parce que c'est un problème beaucoup plus large, si vous voulez. C'est des problèmes de formation, le fait qu'il y ait tant de gens qui aient du mal à accéder au travail, c'est parce qu'ils sont très éloignés de l'emploi. Enfin, c'est le fait d'empêcher les migrants de venir ne va rien changer à cela. Mais je voudrais aussi parler d'une autre mesure qui me semble d'une indignité totale apportée encore une fois par la droite dans ce projet de loi, qui est la suppression de l'aide médicale de l'État. L'AME, qui représente 0,4%. On va en parler.
des dépenses... On va en parler dans un après. instant parce qu'on va réexpliquer à ceux qui ne sauraient pas exactement ce que recouvre l'aide médicale d'État. On va le faire de façon extrêmement technique grâce à vous, Anne Ndiaye. Vous réagirez tout à l'heure, Arnaud Lacheret. Donc l'aide médicale d'État, c'est une aide sociale qui a été créée en 2000 sous le gouvernement Jospin et qui donne droit à une prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers pour les immigrés sans papier, dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Alors, plusieurs critères pour en bénéficier. Être présent en France depuis au moins 3 mois, avoir un revenu mensuel inférieur à 810 € par mois pour une personne seule, remplir un dossier bien sûr. Et puis une fois l'aide accordée, elle est valable 1 an. Une nouvelle demande doit donc être demandée, déposée chaque année pour continuer à en bénéficier. Donc aujourd'hui, cela concerne 400 000 personnes. Pour un coût total de 1,2 milliard d'euros. Vous le disiez tout à l'heure, c'est 0,5% des dépenses publiques de santé. Et donc, c'est cette mesure précisément que la droite envisage de supprimer au profit d'une aide médicale d'urgence avec un périmètre plus restreint et donc moins de bénéficiaires. L'aide médicale d'État est aussi dans le collimateur de l'extrême droite. Le président du RN, Jordan Bardella, déclarait l'année dernière à ce propos, je le cite, « La France n'a pas vocation à être un guichet social pour la terre entière ». Mais du côté du gouvernement, la suppression éventuelle de cette aide divise aussi. Gérald Darmanin s'y est dit favorable à titre personnel. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est médecin et ancien ministre de la Santé, ainsi que Elisabeth Borne, la Première ministre, assument un vrai désaccord avec le ministre de l'Intérieur, tout comme les 3000 soignants qui ont signé la tribune dans Le Monde jeudi dernier pour plaider en faveur du maintien de l'AME. Ils avancent des arguments humanitaire et de santé publique. Chloé Ridel, est-ce que notre système de santé est vraiment trop généreux en faveur des sans-papiers? Pas du tout. Comme vous l'avez dit, l'aide médicale d'État, c'est 0,5% des dépenses de santé en France. C'est un chiffre qui reste stable au cours des dernières années, bien que la droite et l'extrême droite disent que ce budget explose. Ça n'est pas vrai. Et le supprimer serait non seulement immoral et entraînerait potentiellement un désastre humanitaire, mais est aussi contre-productif sur le plan de la santé publique et même des finances publiques. Parce que si vous ne prenez pas en charge des personnes qui en ont besoin sur la médecine de ville, après leurs pathologies peuvent s'aggraver et in fine, ça nous coûtera encore plus cher. Et je veux dire que, effectivement, vous l'avez souligné, même des gens dans le gouvernement s'y opposent, mais tout le corps médical y est opposé. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont prêté serment d'Hippocrate. Et je veux rappeler ce serment quand même, parce que la droite et l'extrême droite nous parlent toute la journée de notre civilisation, racines antiques, etc. En voilà un bel héritage de notre civilisation, le serment d'Hippocrate qui dit, je cite, « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera, je ferai tout pour soulager les souffrances. » Et tous les médecins prêtent ce serment. C'est pour ça qu'ils sont opposés à ceux qu'on les oblige à refuser les soins à ceux qui en ont besoin. Arnaud Lacheret, sur cette AME, est-ce qu'elle est devenue trop généreuse aux yeux de l'opinion? C'est ce que semble dire. Je parlais des sondages tout à l'heure, 400 000 bénéficiaires. Aux yeux de l'opinion, oui. Aux yeux de l'opinion, c'est un marqueur, oui. C'est évidemment un marqueur. Et il va y avoir ce que j'appelle un bricolage pour, je ne sais pas comment ils vont faire, ils vont la changer, ils ne la supprimeront pas, etc. Mais par définition, des gens qui vont aux urgences, on ne leur demande pas leurs papiers, ils sont soignés, par définition. Une nouvelle fois, on est complètement coupé du principe de réalité. Mais c'est exactement comme avec cette histoire de régularisation. Les préfets ont aujourd'hui la possibilité, sans qu'on change la loi, de régulariser quelqu'un qui est clandestin et qui exerce un métier en tension. C'est possible. Pourquoi on est obligé de passer par une loi? Nom d'un chien. Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé avec tout le monde a un smartphone, tout le monde le sait. Et donc, cet appel d'air, il y a quelques années, oui, quand il n'y avait pas Internet, etc., je pouvais dire, ouais, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on peut pas dire qu'il n'existe pas. Plutôt que de faire passer ce message, on régularise tranquillement, préfecture par préfecture, au cas par cas, et on demande juste au préfet d'aller un peu plus vite et un peu plus fort. Et c'est pas la peine de passer par une loi. De fait, il y a une loi là sur la table. Juste sur l'AME, il y a un pré-rapport de Patrick Stéphanie et Claude Évin qui dit que ce ne sera pas un facteur d'attractivité, l'AME. Patrick Stéphanie, qui est l'ancien directeur de campagne de Valérie Pécresse, mais aussi de François Fillon. Voilà. Et Jean-Loup Bonamy, plus globalement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un compromis sur cette loi, que tous les partis y ont intérêt au final? Pas forcément. Ça dépend de l'évolution de la situation et du rapport de force politique. Et en tout cas, on voit bien que ce qui crée la difficulté, c'est justement la question des métiers en tension. Mais pour répondre également sur l'AME... à l'article 3. Oui, pour répondre précisément sur la question de l'AME, la suppression de l'aide médicale d'État, telle qu'elle est proposée là par ceux qui la souhaitent, n'entre absolument pas en contradiction avec le serment d'Hippocrate, puisqu'il ne s'agit pas de laisser agoniser les gens, puisqu'il est prévu de la remplacer par une aide médicale d'urgence, où en cas...
C'est quoi Dans un certain nombre de cas d'urgence, par exemple, où l'intégrité physique de la personne est en danger, on interviendrait. Mais c'est il y a contraire au serment d'Hippocrate. Il y a toute une série de soins qu'on dispense aujourd'hui gratuitement et qu'on pourrait soit ne plus dispenser, soit tout simplement les facturer. Si demain je vais aux États-Unis, qu'il m'arrive quelque chose, même si je suis en situation régulière, et d'ailleurs même si je suis citoyen américain, on me fera payer. Alors moi justement, je suis pour un modèle français où on ne fait pas payer les gens, mais Donc vous êtes pour l'État-providence, donc tout de même, pour l'État-providence, ultralibéral. mais pour deux types de personnes. D'une part, pour les citoyens français, sans distinction d'origine, et d'autre part, pour les immigrés en situation régulière. Mais des gens qui sont entrés irrégulièrement et qui séjournent illégalement sur le territoire français n'ont pas à bénéficier de soins gratuits dans un périmètre exorbitant. Chloé Ridel, une question tout de même sur ce compromis. Est-ce que vous n'êtes pas contraint, vous aussi, à trouver un compromis sur cette loi, au risque d'être déconnecté aussi des gens de gauche aujourd'hui qui veulent un changement, j'en parlais, et qui le manifestent autant dans les urnes que dans les sondages. Vous savez, nous avons toujours porté nos convictions et nos valeurs, quels que soient les sondages. Quand Mitterrand et les socialistes ont fait la peine de mort, ils l'ont fait contre les sondages. Donc ça n'est pas les parce élections que aussi qui vous ne portent ça n'est pas parce que les sondages disent ci ou ça que nous allons renoncer aux convictions qui sont les nôtres. Nous pensons que cette loi et la tournure qu'elle prend, déjà le projet de loi était déséquilibré au départ, mais là il le devient de plus en plus, ce qui nous empêche totalement de le voter. Et nous pensons que les mesures qui sont sur la table vont contribuer à aggraver encore plus le chaos que vivent les personnes étrangères dans notre pays et va compliquer encore plus leur intégration. Et c'est précisément ce que recherche l'extrême droite et la droite. C'est pour dire, regardez toute cette pauvreté, ces gens qui ne sont pas intégrés, on ne peut plus accueillir. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut bien comprendre ça. Il y a une crise de l'accueil. Arnaud Lacheret, est-ce que le gouvernement va pouvoir échapper à un 49-3 ? Ça paraît difficile quand on regarde le seul allié naturel du gouvernement, ça devrait être le groupe LR. On sent que déjà au moment de la réforme des retraites, le groupe LR était scindé en deux, avec des gens qui sont jusque-boutistes, qui ne voteront jamais rien qui vienne de Macron. Il n'y a pas de raison que ces gens-là, après la réforme des retraites, où ils ont été prêts à voter une motion de censure, d'un seul coup se disent « Oh, ça y est, on va être constructif ». Non, ça ne marche pas. Donc il aura peut-être une petite moitié du groupe LR, ça ne suffira pas. Et donc on aura un 49-3, et ce sera donc une cote mal taillée, une loi qui ne passera pas, et qui passera, mais qui ne passera pas dans l'opinion, et qui restera critiquée par tout le monde. Une nouvelle fois, ça ne fonctionnera pas. Eh bien, écoutez, comme ça, c'est réglé. C'est plié, si l'on peut dire. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre autour de cette loi immigration et de l'impossible compromis autour d'elle.